suis toujours un peu étonné qu'on parle d'opacité. Je suis étonné qu'on en parle alors que notre budget, s'il ne s'appuie pas sur le pétrole, sur quoi il s'appuie alors? Le pétrole continue à représenter 60. Encore aujourd'hui, ça a été bien plus que ça à une époque donnée. Et donc, bien sûr, avec la présentation du budget, le ministre des Finances ou du budget, parfois les deux sont confondus, n'a pas d'autre choix que d'expliquer les données pétrolières. Donc, entre autres choses, il présente la production. Oui, maître, je voulais dire pour Bruno Itoie, c'est malheureux pour lui. Et quand on lui pose une question par une journaliste, mais il devait avoir dans la tête tout ce que fait rentrer les recettes du pétrole. On chiffre, il dit, bon voilà, telle année, on a reçu tant de milliards, telle année, il devait faire cela. Mais on le sait bien, quand il était à la CNPC, il gagnait 140 000 euros. Chaque mois, il gagnait 140 000 euros. D'un travail, les Bruno Itoie, on a vu. Il ne peut pas dire les chiffres du pétrole, c'est honteux. Mais c'est malheureux en tant que ministre. Hein. En tant que ministre, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Bon, c'est lui qui disait, tant qu'on n'a pas fini notre travail, on ne quittera pas le pouvoir parce qu'il jouit, c'est tout. C'est un fils de paysan, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour lui. Justement, ça dit quel travail? Quand il vient ici, il va dans un magasin qu'on appelle Arnis, où il arrête le magasin, les clients ne peuvent pas venir parce qu'il est là. Il se prend des costumes incroyables. Hein? C'est un garçon, c'est quelqu'un dans sa famille, il n'y a pas eu de riches. Tous ces ministres-là, quand ils reçoivent de s'asseoir aux autres, personne n'a eu une industrie dans leur famille. Et ni quelqu'un était riche avant. Mais ils se retrouvent avec des milliards, c'est étonnant. C'est ce qu'on ne comprend pas. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer notre émission sur la mission de la police dans les démocraties. Nous vous avons parlé du rappel de l'ambassadeur du Congo en Angola, le colonel Bonaventure Chris Ngobo. Vous avez donc été nombreux à suivre cette première partie. Et donc, nous poursuivons cette deuxième partie en vous parlant également de notre réplique à la conférence de presse qu'avait donnée le président Bruno Jean-Richard Itoie. Il faut suivre nos émissions. Nous vous demandons de vous abonner ou de faire abonner vos connaissances et surtout n'oubliez pas de mettre j'aime. Alors donc je repasse la parole à Fernand Mathias Ndala pour continuer notre entretien. Merci. Bonjour. On l'avait vu de loin. Mais nous, on voit cette émergence d'un pays qui est parti, qui n'est pas monté le pays, le Congo. Il est toujours au fond. C'est une mare. Hein? Les gens sont là, dès qu'ils veulent monter la tête, ils voient, il y a un danger. Ils replongent dans l'eau. C'est un pays qui est arrêté, qui est dans un sens unique, dans une direction unique. Et c'est une mauvaise direction. C'est où nous sommes. Donc c'est aux Congolais de comprendre que le régime actuel ne peut pas défendre les Congolais, ne peut pas sécuriser les Congolais. Parce que la sûreté, elle fait partie des droits inaliénables d'un peuple. Le peuple doit être en
en sûreté, en sécurité. Si je vais là-bas, je suis protégé. Si je vois un élément de la police, je n'ai pas peur du policier. C'est ça. Le policier est un citoyen comme moi. Il a des droits, il sait ses limites, il me protège. Et c'est ça. C'est ça le pays. La sécurisation, la force publique ne doit pas être arbitraire. Sinon, c'est la désobéissance civile du peuple qui dit non, nous ne voulons pas l'arbitraire. Et en 1969, 68, à Bakongo, on l'a dit, nous ne voulons pas de la Géménère. Quand ils ont reçu Marien Ouabia, vive Moïse, c'était, on voulait célébrer la fin de la Géménère. Et aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui doit célébrer la fin des bébés noirs, la fin du régime de Sassou. Applaudir. Il est parti, celui qui nous tuait, celui qui nous affamait, celui qui prenait tout l'argent, qui les mettait dans les fêtes, dans les mariages. Et donc, c'est cela que les Congolais doivent participer à faire tomber un tel régime, qui est arbitraire, qui peut envoyer l'hélicoptère filmer les autres quand ils sont dans sont en train de prier, qui va prendre l'hélicoptère pour aller tirer là-bas. Et donc, tout, il décide. Mais non, il n'est pas souverain. La souveraineté appartient à l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple. Ce sont cet ensemble et les particuliers qui font le souverain. Le souverain n'est pas Sassou. Hein? Il est délégué. Il faut que nos frères du Nord pensent que le pouvoir n'est pas né en eux. Le pouvoir, c'est la définition des droits et des obligations. Donc, ces droits et des obligations, quand tu viens, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Tu as une certaine façon d'être, de marcher. Ce n'est pas la façon de faire l'arbitraire. Nous ne pouvons pas être dans ce qu'a conçu à l'époque Noumazala et les autres, les Konzou, tout ça, la domination du Nord contre le Sud. Mais ça, c'est fini. Il faut tourner cette page. C'est une page du droit, tel qu'on est en train de dire, comment vivre ensemble avec le droit. Voilà, maître. Comme j'avais dit donc dans mon ouvrage, comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Cet ouvrage que je recommande à tout le monde, c'est un ouvrage important. Il suffit de l'appliquer, l'Afrique vivra libre et digne. Tous les droits y sont énoncés. Parce que les gens oublient cela. En parlant des droits de l'homme, on pense avant tout à l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui sont différents, bien sûr, des animaux, des bêtes. L'homme et la femme doivent vivre librement dans les meilleures conditions, dans leur pays. Et cela implique de tenir compte de leurs aspirations, de leurs désirs, de leurs besoins. Les besoins, on connaît bien, c'est se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer, circuler librement dans le pays. Donc, c'est ça qui constitue la vie de tous les jours de chaque individu. Les hommes comme les femmes ont le droit de dire ce qu'ils pensent, de faire ce qu'ils veulent quand ils ne portent pas tort aux autres. Or, le Congo, qui a élaboré un certain nombre de textes, justement la constitution dont tu parles, heureusement que tu as dit, un État qui ne respecte pas certains principes n'a pas de constitution. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tous les fonctionnaires de police font partie de la collectivité. Et donc, ont l'obligation de servir cette collectivité. Ce n'est pas ce que nous voyons. Le phénomène des bébés noirs, comme tu le dis, est devenu une milice privée qui ne dit pas son nom. Comment des groupuscules qui ont des machettes, qui terrorisent la population, ne peuvent pas être appréhendés? Écoute, si nous sommes aux affaires
En une semaine, ce phénomène n'existe plus. Ça n'existe plus. Nous allons déployer tout ce qui restera comme force publique pour mettre de l'ordre et nous allons créer justement des zones où ils seront emprisonnés. On ne les laissera pas libres. Ils vont reconstruire le pays. Ils vont être dans des cantonnements. Ça aussi, c'est une politique qu'il faut avoir. Des travaux d'intérêt général, donc comme on dit. Oui, des trucs comme on avait fait en France, voilà. Là, sous Laurent Fabius. Voilà. Ils doivent aujourd'hui... Oui. Non, mais tu peux continuer justement parce que nous allons permettre Maître, je voulais, avant qu'on passe Ingrid, voilà, je voulais souligner à un moment donné où le Congo s'est levé quand je reviens dans l'historique, le discours qu'avait fait Mokoko en 90, au Mex-Mix de garnison, disons que l'armée rentre dans les casernes. Donc il a prêté serment que l'armée maintenant va dans les casernes. Et ce discours a apaisé le pays. Quand les militaires sont rentrés naturellement dans les casernes, l'espace public était pacifié. Et on a vu l'émergence, là on peut parler de l'émergence des intelligences du Congo. Et cette émergence a vu la conférence nationale venir. Les gens se sont mis assis. Ils ont parlé librement sous la protection de l'armée qui faisait son devoir de protéger l'intelligence des Congolais. Et cette intelligence a foisonné. Ce qui fait que nous devons prendre cette jurisprudence, l'élever comme un principe constitutionnel qui doit venir. Ce principe constitutionnel doit être là, l'armée dans les casernes. L'armée doit être la grande muette qui ne fait pas la politique, qui est là, qui respecte les lois nobles de la République. Les lois nobles, nous parlons des lois nobles, parce que nous n'avons pas encore des lois nobles. Nous avons eu des lois nobles en 1960 jusqu'en 1963. Les Congolais étaient libres de s'exprimer. C'est ce que je disais. Les gens les hommes comme les Lazare Matokota et les autres, quand ils étaient en France, ils s'exprimaient parce que la Constitution du 4 octobre 1958 leur permettait de s'exprimer librement et de critiquer la colonisation à partir de la France. Tout ce qu'on a vu qui se sont élevés sur le plan de l'intelligence, ils l'ont monté en France parce qu'ils étaient libres. Mais aussitôt venus au Congo, ils ont eu 3 ans pour exprimer cela. Mais à partir du 16 août 1963, quand Lazare a dit que on ne peut pas décréter un socialisme scientifique au Congo, ça sera inverté. Ouais. Mais on a vu son sort. On a vu le sort du doyen Poabou, de Massouemé. Et nous sommes toujours dans cette quête de liberté, où quand tu exprimes une idée, Mokoko, dans la campagne présidentielle, qu'est-ce qu'il a dit? Ce président est voleur et tout ça. Et paresseux. Et paresseux. Mais on a vu comment on l'a arrêté parce qu'il a porté une critique, parce que c'est un régime qui ne porte pas une critique, qui ne veut pas qu'on porte une critique sur le peuple. En fait, parce qu'il Mokoko était pour le respect des valeurs. C'est tout à fait normal. Mokoko était pour le respect des valeurs. C'est pour cela qu'il fustigeait, parce que c'était pas normal. Un pays comme ça, les voleurs sont récompensés. Les grades sont donnés à ceux qui n'ont même pas une formation requise pour justement la fonction. C'est malheureux. Et aujourd'hui, on va peut-être mettre Bonaventure Ngobo en difficulté.
parce qu'il a revendiqué ses grades de général peut-être de division ou de... Bon, il n'y a pas de général d'armée au Congo. Oui, mais maître, je te rejoins dans ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, un Ngobo, si c'était une bonne armée, il pouvait saisir les autres instances juridiques pour dire voilà ce qui se passe arbitrairement. Je ne le suis pas nommé, mais là, il n'a aucun recours. Non seulement il n'a pas de recours, mais on va faire dans la spéculation, dans les rumeurs, comme quoi il aurait été enregistré à son insu, qu'il aurait commencé à préparer un coup d'État avec quelqu'un. Où sont les preuves? Et où sont les preuves? Sans donner les preuves. Voilà, c'est toujours ça, c'est le système policier. Où, bon, ben, on t'affabule de certains nombres de choses. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Dans le cadre du statut et les échos de la force publique, Maître Maurice Massingo-Thiassé vous présente, par la voix d'Ingrid Flora, les recommandations des Nations Unies en vue de respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Chaque État est tenu d'incorporer ces différentes normes destinées aux agents de l'application des lois. Ces normes concernent, premièrement, la conduite éthique et légale de la force de l'ordre. Deuxièmement, la mission de la police dans les démocraties. Troisièmement, la mission de la police dans la communauté. Quatrièmement, le commandement et direction de la police. Cinquièmement, enquête de police. Sixièmement, quelles sont les procédures à suivre pendant l'arrestation et après? Septièmement, comment les agents de la force publique doivent assurer les droits des détenus. Huitièmement, comment les responsables et supérieurs hiérarchiques doivent prévenir les violations des droits de l'homme commises par la police. Neuvièmement, les droits de l'homme des victimes. Dixièmement, comment les agents de la force publique doivent d'une part favoriser les droits fondamentaux des femmes et d'autre part protéger les mineurs. Onzièmement, quelles sont les mesures à prendre en cas de troubles civils, état d'exception et conflits armés. Le point 12, consacré à la mission de la force publique en cas de troubles civils. 13e point, est consacré à la mission de la force publique en cas de proclamation d'un état d'exception. Le point 14, consacré à la mission de la force publique en cas de conflit armé. Le point 15, les normes consacrées au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu. Le point 16, concernant les normes applicables aux réfugiés. Après le premier point consacré aux normes sur la conduite éthique et légale de la force publique, nous abordons le deuxième point consacré à la mission de la police dans les démocraties. Vous vous souvenez, nous avons dit que les droits de l'homme procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine, ce qui nous recommande à dire à tous les agents de la force publique que l'obéissance à des ordres de supérieurs, quel que soit le niveau où l'on se trouve, ne peut être invoquée pour justifier des violations graves des droits de l'homme, telles que des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture. Dans la démocratie, la police et la gendarmerie doivent assurer la protection de la sécurité publique et les droits de toutes les personnes. Dans la démocratie, la police est un organe indépendant de l'exécutif. Elle est placée sous l'autorité des tribunaux et liée par leurs décisions. Dans la démocratie, tout service chargé de l'application des lois doit être représentatif de la collectivité dans son ensemble, répondre à des besoins et être responsable devant elle. Tous les fonctionnaires de police font partie de la collectivité et ont l'obligation de la servir. Les membres de la force de l'ordre doivent exercer leurs fonctions et pouvoirs et s'acquitter de leurs tâches en tant que serviteurs impartiaux du grand public et du gouvernement en place. Aucun membre de la force de l'ordre ne peut participer directement à des activités politiques. Aucun membre de la police ou de la gendarmerie ne peut recevoir l'ordre ou être contraint d'exercer ses fonctions ou ses pouvoirs ou d'utiliser les ressources de l'ordre pour promouvoir ou affaiblir un parti politique ou un groupe d'intérêt ou un membre de ce parti ou de ce groupe.
La police et la gendarmerie sont tenus de défendre les droits de tous les partis, représentants et organisations politiques, les représentants de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, et de leur accorder une égale protection de manière impartiale. Dans l'exercice de ces droits et libertés, n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'exercice de ces droits et libertés n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. La volonté du peuple doit s'exprimer par des élections périodiques et honnêtes qui doivent avoir lieu au suffrage universel et égal. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association. Au regard de ce que nous venons de dire, il est recommandé aux agents de la force publique et à leurs responsables et supérieurs hiérarchiques de manifester une indépendance et une impartialité politique en tout temps, de s'acquitter de toute fonction de manière impartiale et sans discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la tribu, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique. Ils sont également tenus de protéger et respecter les droits de l'homme de tous, y compris les droits essentiels au déroulement des processus politiques, de maintenir et préserver l'ordre social de sorte que les processus politiques démocratiques puissent être menés conformément à la Constitution et à la loi, de veiller à ce que les politiques et les stratégies du service de police soient fondées sur le respect du gouvernement. C'est pourquoi, en cas de violation massive des droits de l'homme et de la Constitution, les agents de la force publique doivent désobéir et appliquer le principe de la désertion en respect du droit. Faire en sorte que les procédures de recrutement et les programmes de formation visent à recruter et à conserver au sein de leur service des fonctionnaires de police et de gendarmerie désireux et capables de répondre aux exigences d'une force de l'ordre démocratique dans un gouvernement démocratique. Chers auditeurs et auditrices, tout ce qui est dit dans ce programme est une source de référence pour que les fonctionnaires de police et de gendarmerie ne se comportent pas comme des véritables délinquants, violateurs des droits des citoyens ou des barbouzes, milices aux ordres d'un pouvoir tyrannique ou clanique. Pour mieux assurer la protection des droits de l'homme, les personnes chargées de l'application de la loi, comme les agents de l'ordre, doivent connaître la loi et les principes des droits de l'homme. Chères auditrices et auditeurs de Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, soyez fidèles à nos programmes. Le prochain point, numéro 3, sera consacré aux normes sur la mission de la police dans la communauté. Qu'on parle de l'intervention de Bruno Itoie, qui a raconté des bobards concernant justement les revenus du pétrole, qui a eu une transparence et tout. Il a cité la période de 2002. C'est vrai, lorsque nous étions au Parlement de transition en 1998, lui, il n'était pas encore au gouvernement. Bon, il était conseiller à la présidence avant qu'il soit nommé à la CNPC. Mais, et qu'est-ce qu'on a vu? Tout ce qu'il a fait, le gâchis. Les 14 000 milliards ne viennent pas de la présidence de Denis Christel Kiki Angwalima. Ça vient aussi de lui. Yango Kana, Laurent Sokoko nous a bien édifié dans ce sens-là, en ce qui concerne le pétrole. Donc il ne peut pas venir nous mentir, nous raconter n'importe quoi. Je suis Gabrielle Mabiala, journaliste à Tcheleka Média. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ici. Parce que la semaine dernière, on vous avait attendu en vain et aujourd'hui, vous avez répondu présent. C'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La première question, Monsieur le Ministre, le lancement de la nouvelle raffinerie à construire par le consortium chinois était initialement prévu en 2023. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce retard, les étapes déjà franchies et le nouveau calendrier prévu? La seconde question, Monsieur le Ministre, nous savons que le pétrole fait partie des ressources naturelles de notre pays qui génèrent des fonds, de l'argent, qui contribuent activement dans le secteur économique.
pouvez-vous nous communiquer le montant exact des recettes pétrolières générées par le Congo au cours des 4 dernières années, ainsi que leur affectation concrète dans le budget national? Toujours dans ce même secteur, la gestion des contrats pétroliers et gaziers reste souvent opaque aux yeux des citoyens congolais. Quand le gouvernement compte-t-il publier de façon régulière et accessible les chiffres exacts sur la production, des exportations et les revenus, afin que chaque Congolais sache combien rapporte notre pétrole et comment cet argent est utilisé? Merci bien. Monsieur le ministre, chers collègues et chers cadets, au gouvernement, il y a des grands frères et des cadets. Directeur de cabinet, messieurs les membres de cabinet, les directeurs généraux, quelques-uns à la salle. Mesdames et messieurs les représentants des médias congolais, je suis désolé de vous avoir fait attendre quelques semaines avant d'avoir le plaisir de passer ce moment d'échange avec vous. Ceux qui ont tout petit peu pratiqué le ministre des hydrocarbures savent que je suis tout sauf réfractaire à la communication. Je crois aux vertus de la communication, non pas seulement en termes de propagande, mais comme étant un élément indispensable, indissociable du management moderne. Je sais qu'il y a une opinion, et je suis surpris que cette opinion subsiste encore aujourd'hui. Qui continue à parler d'opacité, madame a parlé d'opacité, je suis très très surpris, parce que je crois que dans ce pays, on a eu l'occasion de faire des choses inédites. Dans une vie antérieure, ici, au Congo quand même, mais antérieure, nous avons eu l'occasion de faire une chose inédite. Nous avons obtenu que soit rassemblé le Parlement, les 2 chambres du Parlement, et on a passé avec ces 2 chambres une semaine à parler du pétrole, tous azimuts. Il n'y avait aucun tabou, il n'y avait aucune restriction aux échanges. Nous étions dans une phase transitoire importante, c'était le Conseil national de transition, et d'abord, puis ensuite les 2 chambres. Et nous avons eu droit à des questions que d'aucuns auraient pu considérer comme embarrassantes, et ça ne nous a pas du tout gênés. On était préparés à ça, on était venus pour ça. Nous avons eu l'occasion de faire le même exercice au Fonds monétaire, où nous avons amené tous nos techniciens pour expliquer comment était vendu le pétrole. Je me souviens dans cette vie précédente que tous les 3 mois étaient publiés les ventes de cargaison par la SNPC sous certification d'un cabinet international, KPMG. Donc je suis toujours un peu étonné qu'on parle d'opacité. Je suis étonné qu'on en parle alors que notre budget, s'il ne s'appuie pas sur le pétrole, sur quoi il s'appuie alors? Le pétrole continue à représenter 60. Encore aujourd'hui, ça a été bien plus que ça à une époque donnée. Et donc, bien sûr, avec la présentation du budget, le ministre des Finances ou du budget, parfois les deux sont confondus, n'a pas d'autre choix que d'expliquer les données pétrolières. Donc, entre autres choses, il présente la production. Il présente la production au Parlement, qui représente le peuple. Ils ont été élus par le peuple, ça au moins on peut en convenir. Le Parlement siège au nom du peuple. Par ailleurs, ces séances sont souvent publiques et en direct. Donc, tout le monde a le loisir de s'arrêter quelques minutes ou quelques heures, regarder la télévision pendant que le ministre du budget ou des finances présente son budget, et donc le loisir d'entendre les données de production, les prix, les hypothèses de prix, les ressources pétrolières. C'est les premières qu'on énonce toujours. Vous voulez celles des dernières 4 années, on va vous les envoyer. Moi, je ne suis pas sûr de les avoir menées avec moi ici. Vous donnerez vos coordonnées à mes services. Je ne sais pas si mon conseiller là, il est là. Monsieur Kimbassa, à m'aider. Vous donnerez vos coordonnées et on vous fera parvenir les données. Et vous pourrez les diffuser à qui vous voulez. C'est tout sauf un secret. On vous donnera les données de production, pétrole et gaz désormais. On vous donnera les hypothèses de prix internationaux et puis les hypothèses de prix des bruts congolais. C'est ce qu'on fait comme exercice chaque année. Et on vous donnera les revenus que vous pourriez retrouver dans la loi des finances, qui est une loi. La nouvelle raffinerie est une ambition du président, parce que la CORAF, qui est notre raffinerie actuelle, raffinerie nationale, qui a une capacité d'1 million de tonnes, correspond à peu près à 60-65% des besoins nationaux. Et nous sommes obligés d'importer la différence. Quand on importe la différence, on n'a pas du tout la maîtrise des termes d'échange et donc malheureusement on subit les prix du marché et par moment ce marché international est très très élevé, on n'a pas le choix, on veut acheter et donc on subit le phénomène de ce qu'on appelle l'inflation importée.
On importe ici de l'inflation, parce que dans ces pays, ils ont des coûts plus élevés. Et comme on achète chez eux, malheureusement, on achète à ces prix-là, et donc ça s'appelle de l'inflation importée. Et ça, c'est une chose qui nous pose des problèmes. Ça pose des problèmes pourquoi? Parce que l'on approvisionne le pays avec des produits issus de la raffinerie nationale, ou encore plus. Que l'on importe ces produits, ils arrivent ici, une fois tous les calculs faits, à des prix qu'une grande partie des Congolais ne pourraient pas supporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les vend à ces prix, c'est-à-dire la vérité des prix? C'est ce que veut le Fonds monétaire. La vérité des prix, et ainsi on priverait, je ne sais pas quel pourcentage de Congolais d'accès aux produits pétroliers. Et ces produits pétroliers, c'est pas seulement pour les riches. Parmi ces produits, il y en a un qui met très cher, ça s'appelle le pétrole lampant, c'est pas pour les riches. Et comment ils feraient s'ils n'ont même pas accès au pétrole lampant? Mais ces produits sont utilisés aussi pour des usages qui bénéficient à l'ensemble de la population, notamment le transport en commun. Le transport en commun, c'est pas que pour les riches. Donc, si les bus et les taxis n'ont plus accès au carburant, comment on fait pour se transporter? C'est la grande quadrature du cercle que nous essayons de résoudre, qui n'est pas totalement résolue. Pour l'instant, la position du gouvernement, en tête le président, est très claire. Il n'est pas question de pratiquer la vérité des prix, tant qu'elle a pour effet d'augmenter la pauvreté et de générer de l'inflation. 3 études ont démontré cela chaque fois qu'on a augmenté. 3 études indépendantes ont démontré que même quand on a augmenté pour 5%, ces 5% ont généré de la pauvreté additionnelle et de l'inflation, donc un frein à la croissance économique. Or, c'est ce que nous voulons. Donc, pour l'instant, on trouve un équilibre assez difficile entre un peu d'augmentation, c'est ce qu'on a fait 3 fois, et malgré tout, un peu de subvention. Et toute la bagarre, c'est le niveau de la subvention que nous devons conserver ou pas. Et en définitive, oui, le gouvernement a pensé que la solution, c'était qu'on ait une deuxième raffinerie. C'est un projet qui date d'un certain temps. C'est pas un projet réalisé par l'État congolais, c'est un investisseur privé, étranger, chinois. On peut pas lui mettre le fusil sur la tempe pour lui dire de dépenser de l'argent. Il fait des études de rentabilité, de marché, et son business plan, et c'est en fonction de ça qu'il décide d'investir ou pas. Ça s'appelle de l'IDE, l'investissement direct étranger. On se bat pour ça. Aujourd'hui, la décision est prise de finaliser ce projet. Je vais faire court. Ce projet est désormais endossé par le gouvernement chinois, par le président chinois lui-même. C'est une entreprise d'État qui désormais porte ce projet. Au moment où nous parlons, 70% des équipements sont déjà prêts en Chine. Je suis allé visiter. Au moment où nous parlons, les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet sont prêts, ils sont immobilisés. Et le frein que nous avions, c'était des problèmes d'expropriation qui sont devenus de plus en plus onéreux, qui viennent gréver les projets, surtout des projets privés, et que le gouvernement est obligé de supporter pour éviter justement que ce soit un frein à l'investissement. On a trouvé une solution. Et donc, en principe, si tout va bien, dans les semaines qui viennent, ce projet va redémarrer. Le temps de construction est estimé à environ 18 mois pour la première phase. C'est un projet de 5 millions de tonnes. Notre raffinerie fait 1 million de tonnes, donc c'est 5 fois plus. Il se fera en 3 phases, 2 millions de tonnes, puis 1,5 million, puis 1,5 million. Les 2 millions de tonnes additionnées aux millions de tonnes de la raffinerie devraient nous amener à avoir 3 millions de tonnes de disponibles ici, suffisant pour couvrir les besoins actuels, pas futurs, les besoins actuels. De 1,5 million, puis 2,5 millions, devrait permettre soit de s'adapter à l'évolution de la demande locale, soit ou concomitamment de générer des capacités d'export dans la sous-région, voire au-delà. De nombreux pays sont déjà demandeurs de cet excédent d'offres qui seraient disponibles ici au Congo, notamment la Chine. Alors, il reste un dernier point à régler, c'est l'accès au brut. Parce qu'une raffinerie, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils aient du brut. La loi, le code des hydrocarbures, dispose que tous les producteurs doivent participer à l'approvisionnement du pays, l'approvisionnement local, en fournissant du brut notamment. Mais la loi dit que c'est un prix préférentiel, et c'est là la bagarre. Ils ne veulent pas vendre moins cher que le prix qu'ils pratiquent à l'international, c'est toute la bagarre qu'on a, qui nous amène aujourd'hui à faire alimenter la CORAF, non pas par ses producteurs, mais par l'État congolais qui accepte de pratiquer un prix faible. On n'a pas le choix, on veut que les populations aient accès aux produits. On a approché un peu les producteurs au moment où se dessinait ce projet, et on s'est rendu compte que nous aurions peut-être même pas la même difficulté, mais pire que cela.
S'ils n'ont pas pu approvisionner une raffinerie nationale, pourquoi le ferait-il pour un investisseur privé? Donc la solution que nous avons trouvée, c'est d'octroyer à des partenaires qui se sont choisis des permis pétroliers prometteurs. Tout à l'heure, on en a traité de 2 d'entre eux. Et sont convaincus qu'ils pourraient faire une découverte rapidement. Ils en ont déjà fait une, c'est l'un des permis. Ils en ont 5. Et d'ici la fin de l'année, si jamais les découvertes sont confirmées, que rapidement ils puissent produire. Pour des revenus pétroliers pendant les 4 ans, au 31 juillet 2025, la production cumulée nationale a atteint 56 945 552 barils. Ce qui correspond à une moyenne journalière de 268 611 barils par jour sur les 212 jours écoulés depuis le début de l'année. Ah, c'est clair. Là. J'espère que c'est plus opaque, c'est fini. Bon, je vous dirai plus jamais ça. Notre ambition pour le budget et pour l'ensemble de l'année 2025 s'élève à 100 793 454 barils, soit une hausse estimée à 7,2% par rapport à la production cumulée consolidée de 94 32 830 barils en 2024. Donc vous voyez que l'ambition qu'on a d'augmenter la production, elle est réelle, c'est pas du rêve, c'est pas du vent. Ce sont des chiffres qui sont d'ailleurs, encore une fois, matérialisés dans le budget que vous pouvez vérifier. Quelques détails. Total Énergie récemment a mis en production 4 puits. On appelle ça des puits infill en anglais, c'est des puits pour améliorer la productivité des puits. Et ils ont apporté au total 9 000 et 3 000 barils jour de plus. Le 4e puits en cours devrait porter le gain à 5 000 barils jour. Donc on travaille à cela. Perenco Congo fait la même chose. Wingwa travaille un énorme projet qui devrait être lancé assez rapidement, un projet de l'ordre de 23 milliards de dollars. Ils produisent environ 60 000 barils jour aujourd'hui. Ils ambitionnent d'atteindre 200 000 barils par jour d'ici 2030. Eni est très actif sur le gaz, mais n'a pas abandonné le pétrole pour autant et continue à faire des travaux de la même nature. Donc, à partir de ça, c'est assez aisé de calculer des revenus. Pour faire ça, nous prenons des prévisions internationales de prix du baril sur l'année ou au-delà. Nous en déduisons les prix du baril congolais. On a plusieurs barils. On a plusieurs blends, plusieurs mélanges, un Geno mélange, on a le Kosa blend, on a le Yombo, ainsi de suite. Chaque trimestre, monsieur le directeur général de l'économie, audit et trafic pétrolier est dans la salle. Le président du comité des prix organise une séance qui est presque publique. Elle est diffusée largement dans un endroit choisi par celui qui organise ça. Et nous arrêtons les prix à appliquer au brut congolais. Beaucoup d'entre eux ont des décotes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins valorisés que le Brent, qui est notre brut de référence, mais il y en a quelques-uns qui sont plus valorisés, donc ils ont un premium, et pas une décote. Et sur la base de ces prix-là, on calcule les prévisions de revenus pour l'année ou au-delà. Et ensuite, mois après mois, on constate les revenus réels qui, en principe, sont ensuite consolidés dans ce qu'on appelle la loi de règlement, c'est-à-dire la loi par laquelle l'État rend compte l'exécution du budget au Parlement. Et là, vous avez les chiffres réels. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce qu'il a dit, avant que je termine sur ce sujet. Oui, maître, je voulais dire pour Bruno Itoa, c'est malheureux pour lui. Et quand on lui pose une question par une journaliste, mais il devait avoir dans la tête tout ce que fait rentrer les recettes du pétrole. On chiffre, il dit, bon voilà, telle année, on a reçu tant de milliards, telle année, il devait faire cela. Mais on le sait bien, quand il était à la CNPC, il gagnait 140 000 euros. Chaque mois, il gagnait 140 000 euros. 140 000 euros, ça fait combien par mois? Ça, c'est mais je ne sais pas, mais... Ça, c'est l'année ou bien le mois? Non, il y a un document qui était sorti et dont on a publié dans Congo, un pays toujours sans gouvernement crédible, un gouvernement sans opposition crédible. Voilà, nous avons fait cela, le document y est. Les gens iront voir. Bruno Itoa s'est enrichi. Et tous ces ministres-là,
ils ont... Il y avait aussi un incident. Ils ont eu la... Il y avait aussi un incident où on lui avait retiré, je crois, sa carte bleue, je crois. Oui, Ouais, voilà. Parce que là, quand il venait ici, quand il vient ici, il va dans un magasin qu'on appelle Arnis, où il arrête le magasin, les clients ne peuvent pas venir parce qu'il est là. Il se prend des costumes incroyables. Hein? C'est un garçon, c'est quelqu'un dans sa famille, il n'y a pas eu de riches. Tous ces ministres-là, quand tu le reçois de Sassou aux autres, personne n'a eu une industrie dans leur famille. Et ni quelqu'un était riche avant. Mais ils se retrouvent avec des milliards, c'est étonnant. C'est ce qu'on ne comprend pas. Avoir des milliards. Mais ça ne se fait pas. Comment tu peux avoir des milliards dans un pays comme ça? Hein? Tu ne veux avoir des milliards comme ça. On ne se fait pas des milliards comme ça. On ne se fait pas des milliards comme ça. Hein? Les milliards viennent d'un produit donné, d'un travail. Hein? D'un travail. Les Bruno et toi, on a vu. Il ne peut pas dire les chiffres du pétrole. C'est honteux. C'est honteux. Il ne peut pas définir les risques du pétrole. Hein? Il ne peut pas définir les risques du pétrole. Bon, voilà, c'est cela, mais je dois dire, mais c'est malheureux en tant que ministre. Hein? En tant que ministre, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Bon, c'est lui qui disait, tant qu'on n'a pas fini notre travail, on ne quittera pas le pouvoir parce qu'il jouit, c'est tout. C'est un fils de paysan, c'est tout. Mais voilà. Quel travail... Voilà, c'est ce que je voulais dire pour lui. Justement, c'est-à-dire quel travail, quel travail, lui, il faut dire, il était ancien directeur de la CNPC. Bon, et en plus, moi j'avais écrit dans mon ouvrage, justement, l'autopsie d'un État totalitaire, je pense que c'est à la page 316, où j'ai dit, Jean-Richard Bruno Itoy, ancien directeur de la SNPC et ancien ministre de la recherche scientifique et du développement technologique, avait une fortune à l'époque, en 2019, donc en septembre 2019, lorsque j'ai publié l'ouvrage, 17 milliards de francs CFA. Et son argent était dans plusieurs banques, notamment la banque, toutes ces banques qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, dans le Banco del Pacifico SA et dans la Bancaf SA, Panama, où il y a plusieurs millions de dollars. Le Panama Papers, là, qu'on a vu dans le monde. Oui, le Panama Papers a également évoqué cela. Ils sont nombreux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir nous narguer et raconter n'importe quoi. Hein? Richard Ondongo, qui était avant tout conseiller économique de Sassou sous la transition, et après il est devenu ministre de l'économie, longtemps conseiller d'ailleurs du président, mais lui il se retrouve avec une fortune de plus de 650 milliards de francs CFA. Et ça, c'est pas normal, c'est l'évaluation de 2016. Alors qu'avant 1998, tous les deux, Bruno Itoy comme Gilbert Ondongo, n'avaient ni résidence ni bien au Congo. Il faut le dire. C'est malheureux, mais quand on va les dépouiller, ils vont se plaindre à qui? C'est ça. Non, je pense que... Maître, oui. Maître, je voulais dire qu'ils sachent que en France, en 1789, l'Église possédait presque tout Paris. Mais ceux-là qui ont fait la révolution, ils ont nationalisé ces biens-là. Il faut qu'ils le sachent que tout ce qui a été mal acquis au Congo reviendra au peuple. Il faut qu'ils sachent que, parce qu'ils sont protégés par les militaires, c'est pour ça qu'on a dit que le jour où on va réappliquer le serment de Mokoko, l'armée dans les casernes, vous allez voir qu'ils ne seront pas protégés par les militaires, parce qu'ils sont protégés par les bandes armées. C'est pour ça qu'ils votent. Si on dit que non, c'est seulement la Constitution qui nous protège, nous devons être protégés par la Constitution, par les seuls textes. Si tu as volé, tu te retrouves devant le juge et en prison. Jugé si tu n'as pas. C'est ça.
Il n'y a pas que, justement, Jean-Richard Bruno Itoa, non, ni Ondongo. Ils sont nombreux. C'est tout le gouvernement. Oui, c'est tout le gouvernement, dont le plus gros, il faut le dire. Tout le système s'assout. Dont le plus gros, c'est Jean-Jacques Bouillard, qui à lui tout seul approche 2000 milliards de francs CFA. 2000 milliards. Hein? Donc, sans compter les 14 000 milliards de francs CFA qu'ils ont dilapidés, les fonds de la jeune génération. Maître, je voulais te donner des éléments. Bouillard, qui ne le connaît pas à Lille. Deux fois, les Congolais allaient voler de la viande pour qu'ils puissent manger. Oui, ça c'est connu, c'est pour ça que je rigole. Donc, lui, les autres lui donnaient des pantalons pour porter à Lille. C'est un garçon qui était, comment on appelle, entretenu par les Congolais à Lille. Et ce garçon-là, tout d'un coup, comme de la magie, il devient comme ça. Non, mais ils vont tous payer. Les gens ne pensent pas qu'aujourd'hui, bon, il faut se dire parce qu'ils sont protégés par les militaires. Oh. C'est pour ça qu'on disait, maître, le serment de Mokoko est important. Qu'on revienne à cela, l'armée rentre dans les casernes, nous allons voir où vont aller, où ils vont voler de l'argent, parce qu'ils seront pris. Puis c'est la justice. Le peuple portera plainte. Voilà. Voilà, maître. Bon, voilà. Bon, en tout cas, à côté de tous ces voleurs-là, celui qui a aussi dilapidé beaucoup de fonds du pétrole, celui qui était administrateur de la CORAF, ancien directeur général d'ailleurs adjoint de la SNPC, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui est devenu d'ailleurs membre du bureau politique du PCT. Lui, il a détourné beaucoup de fonds. Sa fortune s'élève actuellement à près de 2000 milliards de francs CFA. Donc avant 2000, ce nouveau multimilliardaire congolais ne possédait aucun bien ni aucun avoir au Congo et à l'étranger. Et tout ça, bon, les gens sont là, ils regardent. Les Congolais ruminent leur colère. Ils ruminent cette haine vis-à-vis de ceux qui dirigent, qui sont à la tête de l'État, qui ne pensent pas que les engins qu'ils ont achetés, les hélicoptères qu'ils sont, on ne peut pas les faire tomber, non. Ça, c'est clair. Donc, je demande seulement à nos compatriotes du Nord, justement, de prendre confiance. Ils finiront tous par être écrasés par Sassou s'ils ne se soulèvent pas. Il faut qu'à un moment donné, ils se lèvent pour dire trop c'est trop. Mais maître, quand des gens se recroquevillent dans le tribalisme en disant que voilà, mais dans le cas du tribalisme, il n'y a rien. Si vous n'êtes que Mboshi, qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est le pétrole qui vient de là-bas de Pointe-Noire du Sud. Mais eux-mêmes, là-bas où ils sont embauchés, ils produisent quoi? Même pas le manioc qu'ils ne peuvent pas produire. Qu'est-ce qu'ils exportent à Brazzaville, les Moshi? Ah si, parfois on trouve le manioc. Hein? Parfois le manioc, ils ont quand même des petits manioc. Ils ne peuvent pas exporter ça à Brazzaville. Il y a le manioc quand même, bon, ça va. Mais en tout cas, pour moi, il faudrait que Sassou applique les textes. Parce que... Non, il ne peut pas, maître, non. Maître, il faut le laisser. Il est dans un état de sénilité. Quand tu vois le cas de Bourguiba, il est comme Bourguiba aujourd'hui. Il est comme Biya. Il ne faut plus s'attendre à lui à son âge. Déjà, si jeune Sassou a loupé, hein, c'est le jugement fait par la conférence nationale. Si jeune il a loupé de mieux conduire le pays, mais encore là, avec sa vieillesse, qu'est-ce qu'il peut faire? Sa sénilité. Il est devenu sénile. Il est atteint de sénilité. Donc les Congolais qui disent non, écoute, il n'y a qu'une révolution qu'il faut faire au Congo, les balayer tous, et puis qui se trouvent, comme on avait dit,
Depuis longtemps, on disait le tribunal de Nuremberg. Pendant longtemps, on l'a dit. Depuis 91, on l'avait dit qu'il faut qu'il y ait un procès comme Nuremberg qui dit voilà qui sera retentissant en Afrique. Voilà tous ceux qui ont pillé, qui ont volé, pour que demain, les Africains, qu'on ne vienne plus des gens qui viennent au pouvoir, viennent tout dilapider et être fiers, je suis milliardaire. Non, les milliards, ça doit être une production. Et cette production aussi doit aussi enrichir l'État. Et non pas t'enrichir, mais par rapport à quoi? Tu t'enrichis quand le peuple est dans la souffrance. Ça signifie que tu prends les biens de l'État à ton profit. Là, c'est fini maintenant. Nous allons faire le procès du profit. Ça, c'est le procès du profit. Il n'y aura pas d'élection. Hein? Parce que eux, ils ont volé l'argent du Congo, c'est tout. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je... avant de passer la parole donc à Ingrid Flora pour nous parler de la mission de la police dans les démocraties, parce que la dernière fois, il nous a parlé de l'éthique de la police, j'aimerais mieux revenir sur un point important. Je lance cet appel à nos compatriotes de tous les départements, de toutes les régions, de ne pas être des fanatiques, de prendre conscience, de dénoncer le pouvoir familial de Sassou. Ça, c'est très important. Et que normalement, nous ne devons pas aller aux élections. Parce que nous savons très bien que les élections sont gagnées déjà d'avance par Sassou Nguesso. Oui, maître, oui. Oui, c'est vrai que le Congo est un pays qui doit se refaire. Parce que c'est un pays qui a été défait. Nous n'allons pas faire les élections dans ce qui a été défait. Nous devons reconstruire et restaurer ce pays. Revenir en arrière, enlever ce qui est mauvais, l'ivraie qu'il y a là, qu'il faut enlever. Et donc, on n'a plus besoin de Sassou. Nous pensons à l'après-Sassou. Là, nous construisons l'après-Sassou. Ce que nous venons de dire, c'est l'après-Sassou. Comme avait dit la conférence nationale, abat le régime de Sassou, vive la République, vive la nation, vive le futur. Voilà, ça c'est mon mot, mon dernier mot. Les gens se sont mis assis, ils ont parlé librement sous la protection de l'armée qui faisait son devoir de protéger l'intelligence des Congolais. Et cette intelligence a foisonné. Ce qui fait que nous devons prendre cette jurisprudence, l'élever comme un principe constitutionnel qui doit venir. Ce principe constitutionnel doit être là, l'armée dans les casernes. L'armée doit être la grande muette qui ne fait pas la politique, qui est là, qui respecte les lois nobles de la République. Les lois nobles, nous parlons des lois nobles. Voilà. Oui, merci beaucoup Ingrid. Tu nous as édifié comment doit se comporter une police respectable dans une démocratie. C'est pas une police qui est contre le peuple. C'est la police du peuple, de la population et de tout le monde. Et non d'une tribu ou bien d'un corps ou d'un parti politique. Et là, nous sommes édifiés et je pense que des gens de la police au Congo, dans tous les pays d'Afrique, sauront comprendre que la police, c'est une force de maintien d'un ordre républicain, d'un ordre humain. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fernand Mathias Ndala, de ta disponibilité surtout pour faire ces émissions d'éducation, d'information et de formation. Parce que notre mission, c'est d'abord celle-là.
Parce qu'il faut aider les Congolais à mieux comprendre ces questions pour qu'on ne retombe pas lorsque demain nous allons balayer Sassou Nguesso. Son départ est imminent, quel que soit ce qu'il va faire. Aujourd'hui, le fait de s'attaquer à un ambassadeur qu'il a nommé lui-même, qu'il avait promu, qui était impliqué probablement, qui connaît beaucoup sur la mort de Marie Ngouabi, puisqu'il a été récompensé et après directeur du protocole, cet homme qui s'est aussi enrichi, qui s'est tué, Sassou est en train de se retourner contre lui en inventant, soi-disant, cette affaire de complot, qu'il était sur écoute. Ce qui est vrai, c'est anormal d'être sur écoute. Mais nous savons très bien, comme je l'ai dit toujours, les Congolais de Brazzaville sont tous sur écoute. C'est pour cela qu'on n'arrive plus à appeler tous ceux que nous aimons au Congo. Pour que demain, ils ne soient pas pris comme quoi qu'ils étaient dans le complot. On invente le complot parce que c'est le système que nous connaissons très bien, l'arbitraire. Merci beaucoup. Donc, à bientôt, mon cher frère Fernand. Allez, merci, maître. Allez, merci, maître. Merci. Allez, au revoir. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM. Radio Forum FM 105.8.